So the next conference is titled How I Secured Skynet. Skynet is in reference to the Terminator movie. In the Terminator movies, you have this superior AI controlling the boats, the Terminators on Earth, and this is related to the conference of today, because what Franklin does is providing an artificial intelligence which works in an uncentralized way, and multiple boats communicate together in a secure way and can also secure themselves automatically without any central point telling them what to do. So this is mostly a conference detailing research on artificial intelligence and computer security. And Franklin is a student, and I would like please you to welcome him warmly, Franklin Racah. Alors, bonjour à tous. Donc, la conférence, on va expliquer Skynet. Skynet, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est l'intelligence dans Terminator, l'intelligence qui crée les Terminators. Et donc, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre, déjà. Au départ, c'était censé être l'autosécurisation d'un réseau d'outils intelligent avec des contraintes de décentralisation et d'évolutivité. C'était pas super sexy, du coup, ça a changé. Donc je vais commencer juste pour vous présenter par principe. Donc, je m'appelle Franklin Racah, je suis étudiant en 5e année à l'ESCEA. On fait l'info, on fait de l'électronique et on fait de l'automatique. C'est important, c'est en gras. Voilà. Cette année, j'ai présidé mon assaut de robotique. Voilà, donc j'aime bien la robotique, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et j'aime bien la sécurité. C'est quelque chose... Et je me suis dit, on va allier les deux. Bon, je vais commencer par qu'est-ce que c'est qu'un réseau multi-agent. Bon, là, c'est un truc où il y a des agents. Ça résume bien. Un agent, c'est quoi? C'est un truc qui fait des choses. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais, je sais, c'est super précis, mais techniquement, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un robot, ça peut être un serveur, ça peut être un service qui tourne sur un serveur. Ça peut être plein de choses. Un agent peut être plein de choses. Donc, en l'occurrence, dans un réseau multi-agent, un réseau, surtout pour que ce soit multi-agent, il faut qu'il y en ait plusieurs, ça c'est. Et pour qu'il y ait un réseau, il faut qu'ils soient connectés entre eux et qu'ils communiquent. Donc ça, c'est relativement classique. Ils communiquent de façon automatique, et surtout, ils s'organisent. Ils s'organisent entre eux. C'est quelque chose d'important. Ils s'organisent automatiquement. Et ils s'organisent dans le but de faire quelque chose. Alors le nôtre, en l'occurrence, ce qu'on a développé cette année, c'est un réseau multi-agent entièrement décentralisé. Il n'y a pas de serveur central. Et c'est vraiment le principe, on ne souhaite pas qu'il y en ait. À la base, donc, comme c'est une assaut robotique, on l'a fait pour la robotique, pour des escouades de robots, en l'occurrence, donc des escouades de robots qui évoluent entre eux, et on l'a fait pour de la domotique. Contrôler une installation de maison entièrement, intelligemment, et vraiment automatiquement. Donc, on espère avoir un système qui fonctionne, même quand il n'y a pas de serveur central qui tombe. Parce que la majorité des serveurs domotiques actuels, enfin des installations domotiques actuelles, il y a un serveur central, et quand il tombe, ça ne marche plus. On souhaite qu'il soit intelligent. Intelligent, c'est-à-dire qu'il puisse à la fois apprendre des nouvelles fonctionnalités, qu'il puisse évoluer, mais on souhaite aussi qu'il puisse s'étendre, qu'on puisse rajouter plein de choses. On puisse rajouter des agents à la volée, on puisse le faire de façon complètement automatique. Donc le problème, c'est que du coup, avec l'évolutivité de notre réseau, l'évolutivité de nos agents, clairement, on ne sait pas ce qu'on va avoir à la fin. Donc ça évolue. C'est un peu comme un truc qui évolue tout seul. Voilà, on l'espère. Donc, comment est-ce qu'on a décentralisé? Alors je le précise, c'est notre façon de faire. C'était une solution au problème de la centralisation, que je vais montrer juste après. On a fait des agents de lien. Mais d'abord, je vais montrer le problème. Donc, on a un agent. On a un autre agent qui apparaît dans ce champ de vision.
Donc, du coup, le premier agent, qui est celui qu'on contrôle, celui qui est l'occurrence consent, il s'y connecte. Jusque-là, pas de problème. Mais là, il découvre un truc, c'est qu'en fait, cet agent, il n'est pas tout seul. Il y a pas mal de petits copains. Alors évidemment, là, il y a 6 machines, il peut y en avoir 50. Ça ne dérange pas plus que ça. Sauf que par défaut, le truc par défaut, voilà, ce qu'on fait naturellement, ce qu'on fait naturellement, c'est un peu centralisé. Ça multiplie un tout petit peu les connexions. C'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. Voilà, pareil. Voilà, j'en fais plusieurs. Hein. Donc là, on a juste 3 réseaux, 3 sous-réseaux, entre guillemets, d'agents. Et on a fait 13 connexions. 13 connexions rien que pour 3 sous-réseaux. Donc c'est pas forcément top. Ça, la partie de gauche, c'est la partie centralisée. C'est juste pas terrible. C'est si l'agent tombe au milieu, rien ne peut plus communiquer. Donc ça craint. Donc, même chose. Voilà. On a notre agent, il découvre, il y en a d'autres derrière. En fait, ce qu'on va faire pour pallier au problème de la centralisation, c'est qu'on va désigner, dans les 3 agents qu'il a découverts, on va désigner une sorte d'agent de lien qui va se charger de gérer tous les autres. Donc c'est en gros l'agent le plus important. Ça va servir à ça. Là, de la même façon, pareil, il y en a 4. On en désigne un, parce que là, pas de problème. Le principe, c'est que cet agent-là, c'est lui qui va gérer toutes les communications avec les gens de ce sous-réseau. Donc d'un côté, on penserait que ça peut centraliser, sauf qu'en fait, on fait comme un réseau d'étoiles, sauf qu'on va voir après qu'on refait les maillages entre les agents. Alors là, il y a une confusion qui pouvait être possible. C'est qu'on désigne comme agent celui auquel on se connecte en premier. C'est pas forcément le cas. C'est pas l'agent qui demande la connexion qui demande, qui décide qui est l'agent lien. C'est les autres en fait. Ils se décident entre eux, ils communiquent entre eux pour décider qui c'est. Voilà, donc là en l'occurrence c'est celui du bas qui a été décidé. Et comme c'est lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord se connecter à tous les autres, donc pour bien être sûr de tout manager le réseau, de bien représenter les autres. Et il y a une connexion qui va se faire. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que là, du coup, on n'a plus que 3 connexions, parce que normalement la connexion du haut, elle s'enlève, mais il n'y a plus que 3 connexions pour manager les 13 agents avant, les 13 sous-agents. Et en l'occurrence, pour bien décentraliser le truc, on organise des connexions entre les 3. C'est relativement bateau, c'est la solution qu'on a utilisée, et techniquement, ça marche. Ça marche bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme genre d'algorithme à l'intérieur? Il ne faut pas oublier, comme je disais, on fait de la robotique, on fait de l'automatique. Alors forcément, dans une façon robotique, on s'est dit, voilà, on va faire de la robotique dedans, on va faire de l'automatique dedans. Donc, le principe de l'automatique, on a une valeur d'entrée, en général c'est un capteur. On a une consigne qu'on veut en sortie, et on va essayer en boucle d'atteindre cette consigne. Ça, on la reproduit logiciellement sur autre chose. Sauf que là, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses, de valeurs possibles, plein de paramètres à prendre en compte, sur la température, ça peut être énormément de choses, ça dépend de l'installation, ça dépend de ce qu'on veut faire avec notre réseau multi-agent. Donc, en l'occurrence, un agent a des consignes qu'il essaye d'atteindre, et ces consignes varient dynamiquement. Elles varient dynamiquement en fonction d'autres consignes. Donc, c'est des consignes qui vont varier des consignes, en gros. Donc ça, c'est la partie automatique. Et il y a une partie software, un modèle software qu'on a utilisé qui est le modèle BDI, qui a été créé il y a quelques temps. Donc BDI, Belief, Desires, Intentions. Les beliefs, c'est la partie croyance sur l'environnement. L'environnement, ça contient également lui-même, c'est un agent pense de lui-même. C'est en gros les variables, ce qu'il a comme capteur, ce genre de choses. Les beliefs, on les partage d'une certaine façon. C'est souvent ça qu'on se transmet. Les désirs, desires, c'est les buts à long terme. Donc c'est justement ces sortes de consignes à atteindre qui varient.
Et une intention, donc, ce qui est généré quand on prend des désirs, qu'on regarde les beliefs qui correspondent à peu près, et qu'on se dit, bah, en fait, c'est cela qu'il vaut mieux prendre. Et donc on fait des intentions qui sont des actions à très court terme. Bon, quand je dis à court terme, c'est très court terme, c'est-à-dire des actions concrètes, qui se terminent dans un temps donné. Donc, pour résumer, jusqu'au début de la conf, on a quoi? On a des agents, partout, plein d'agents, tout le temps, qui servent à tout et n'importe quoi. Il y a plein de modules, plein de désirs par agent, qui sont partagés. On a des agents qui communiquent entre eux. On a des agents qui récupèrent des données, c'est des capteurs, ou pensent à autre chose. Et des gens qui partagent des données. Et, encore une fois, les agents, ils font des trucs. Donc, des trucs spécialisés, des applications métiers, ou des choses génériques que tous les agents font. On va voir juste après. Ça, c'est le premier sujet. Donc, pourquoi on a envie de sécuriser ça? Déjà parce que c'est cool, parce que techniquement, c'est marrant de sécuriser un réseau multi-agents qu'on ne connaît pas, un réseau qu'on ne connaît pas, et qu'on ne sait pas comment il évolue. Parce que, voilà, on a les duels, j'ai envie de dire, je n'ai pas vraiment besoin de dire pourquoi on sécurise les choses. Parce que ça peut éventuellement, un réseau multi-agent, couvrir des situations critiques. Exemple, les squads de robots, on fait un réseau multi-agent, s'il est pourri, on n'a plus de robots, donc ça craint. Autre exemple, un déploiement de mise à jour, s'il y a le réseau qui est pourri, il faut savoir que par exemple Twitter fait ses mises à jour en BitTorrent, donc c'est pas vraiment multi-agent, mais c'est ça. Si c'est pourri, on passe des mises à jour un peu mauvaises. Et encore plus critique, imaginons qu'on a une machine à café qui sera contrôlée par un réseau multi-agent, ça craint aussi, parce que ça fait quand même beaucoup de café dans l'assaut, enfin dans le local. Donc comment est-ce qu'on aurait pu faire? Ouais, un réseau en étoile avec de la sécurité sur chaque nœud, sauf que c'est centralisé. De l'identification centralisée, avec un triradius ou avec autre chose, il y a plein de possibilités. Un serveur d'identification, un single signal, c'est centralisé. Des liens statiques, des liens console, ce genre de choses, des liens internet direct, des liens chiffrés entre deux agents qu'on fait à la main. C'est pas mal, ça marche, hein, c'est sûr, mais techniquement, quand on a 50 agents, j'ai pas envie de le faire à la main. Et une base de données d'agents autorisés, c'est bien aussi, mais pareil, il y a une base de données centralisée, et après quand ça grossit, ça devient très très gros, très rapidement, parce qu'on charge toutes les connexions dans la base, donc c'est très top. Et enfin la validation manuelle, j'ai juste pas envie de le faire, donc c'est pas drôle, c'est pas automatique. J'ai envie de dire, personne n'aurait envie de valider manuellement des agents, même si ça a déjà été fait dans certains réseaux multi-agents. Donc là, je vais commencer sur la partie sécurité. Ouais, je sais, je mets longtemps. Donc déjà, première chose, il ne faut pas oublier les techniques habituelles. Donc, se dire, voilà, la sécurité réseau multi-agents, je fais comme ça, c'est pas forcément top. Donc, les IDS, tout ce qui est SNOR, IDS réseau, OSSEC pour l'IDS système, on les met quand même. Pareil pour le firewalling, on ne s'en passe pas. On continue à le faire, c'est quelque chose d'important. Et encore une chose, il ne faut pas oublier un truc, c'est que techniquement, je suis encore étudiant, donc ne croyez pas que tout ce que je dis non plus, c'est pas forcément complètement vrai, et ça peut avoir changé depuis que j'ai fait le slide. Bon, tout d'abord, petit rappel, mais ça va. La signature numérique, donc entre deux agents, il y a une communication qui se fait, donc, avec des données qui circulent, donc ces données, on les signe numériquement. Donc, schéma classique, on a un chiffrement asymétrique, enfin, une signature avec une crypto asymétrique, on a deux clés, une clé privée et une clé publique. Donc on signe avec la clé privée de l'émetteur et on vérifie la signature avec sa clé publique. Donc chaque agent vérifie ça. Et chaque agent a ça à l'intérieur. Par contre, l'avantage de la signature par rapport au chiffrement, qui est c'est qu'on peut ne pas vérifier la signature si on en a envie. Vérifier la signature, ça coûte en source, il ne faut pas l'oublier. Ce qui coûte, c'est pas négligeable. Donc, la cryptographie asymétrique, enfin le chiffre de l'occurrence, la signature par clé, la signature digitale numérique, utilise des algorithmes relativement connus, donc DSA ou ECDSA, donc DSA par probolectique. On va supposer que c'est des algorithmes qui sont sécurisés, on va supposer qu'ils ne sont pas cassés, on va supposer qu'ils sont bien implémentés surtout, c'est important.
Et surtout, on va comprendre que OpenPGP, qui est un protocole de gestion de certificats, le gère tout seul et nous fait pas mal de fleurs en justement gérant un système de porte-clés, en l'occurrence, où on a des clés, enfin on gère les clés publiques de ses amis, des amis en qui on peut avoir confiance, on va avoir la confiance après. Et sur OpenPGP, il y a même des gestionnaires de paquets, c'est des Linux qui l'utilisent. Pour Pacman, il faut synchroniser avec GPG, il faut avoir la bonne clé GPG, des bons serveurs pour l'utiliser. Donc on peut supposer que c'est sécurisé. Alors, comment faire une sécurité donc, décentralisée, évolutive et automatique? Donc, je vais donner donc le truc qu'on a fait nous, maintenant, c'est pas forcément la seule solution évidemment. Il y a un truc qui s'appelle une métrique de confiance, qui est apparu il y a quand même quelques temps maintenant, même vachement longtemps, et surtout, il y en a plein. Vous regardez sur internet, il y en a vraiment des tonnes et des tonnes. Maintenant, avec notre projet, il y en a des tonnes plus 1. Normal. Donc, ce qu'on a fait la nôtre, évidemment, c'est nécessaire. Par exemple, une métrique de confiance relativement connue, c'est le PageRank de Google. C'est-à-dire qu'on fait confiance à un résultat de Google pour être pertinent. Le PageRank, c'est un exemple de métrique de confiance. Tout ce qui est justement GPG, c'est une métrique de confiance. Après, il y a des gens comme Monkeysphere qui justement utilisent GPG pour faire du web, mais enfin, c'est complètement différent, mais il y a plein de métriques de confiance qui existent, et on a fait la nôtre, inspirée d'autres métriques. Alors il y a la toile de confiance, l'idée de toile de confiance, c'est quelque chose qui est paru en 92, donc c'est il y a 20 ans, donc c'est pas tout jeune. C'est pas tout jeune. Et le principe de la toile de confiance, c'est que ça devrait, normalement, et je dis bien normalement, parce que c'est pas le cas actuellement, ça devrait se baser sur des interactions humaines. C'est-à-dire directement, de la main à la main, on fournit notre clé publique à quelqu'un, il la vérifie, on est de visu, et voilà, il y a quelque chose directement en face à face. C'est important. Sauf que on a inventé les key serveurs, et du coup, les key serveurs, vous regarderez, il y a des milliers de clés qui n'appartiennent pas aux personnes qui les ont générées. Enfin, pardon, qui n'ont pas de personnes qui les ont générées, mais qui n'appartiennent pas aux personnes à qui elles disent qu'elles appartiennent. Je donnerai un simple exemple, je crois qu'il y a facilement quelques dizaines de milliers de signatures pour Bill Gates, ou pour Steve Jobs aussi d'ailleurs, c'est équivalent. Il y en a beaucoup. Donc le problème des key serveurs, c'est que ça ne vérifie pas du tout l'identité de la personne. Donc, l'interaction humaine à la base. Alors, en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que ça s'adapte parfaitement à notre réseau multi-agent, parce qu'on a de l'intelligence à l'intérieur. On a des algos, on a donc de l'automatique d'intelligence. Et en fait, on se dit, on partage des données, on partage des valeurs qui correspondent bien, et qui varient, et on a des consignes. En fait, on se dit, tant qu'à faire, on va utiliser le réseau, la capacité multi-agent de notre réseau, la capacité intelligente de notre réseau pour sécuriser. On va tenter. C'est ce qu'on s'était dit à un moment. On va essayer. Donc on a fait une variable de confiance. Donc à quel point on fait confiance à un agent ou non. Alors ça varie selon la distance, le comportement, l'analyse comportementale derrière, les réactions et autre chose qui viendra après. Donc ça varie entre -1 et 100. 100, c'est pas atteignable comme dans la vie réelle. C'est-à-dire que dans la vie réelle, on ne peut pas, techniquement, c'est impossible de faire confiance à 100% à quelqu'un. La personne à qui je confierai ma vie, je peux lui confier mon compte en banque. Ou mon comptable, je peux lui confier mes enfants. C'est pareil. Donc, -1, c'est donc la valeur, justement, non seulement je ne te fais pas confiance, mais en plus, je vais prévenir les autres que c'est bon, t'as un agent malveillant, clairement. C'est simplement le -1. Après, c'est comme un 1, mais enfin, c'est comme une confiance à 1, mais en négative, c'est-à-dire ça a peu de valeur en vérité. C'est-à-dire que ça va influencer un petit peu, ça va faire baisser la confiance chez les autres agents, chez les autres agents voisins, mais ce ne sera pas si, enfin, ce sera négligeable relativement en vérité. C'est un choix qu'on a fait après avoir testé. Alors la confiance basée sur la distance, donc simplement, on regarde le nombre de sauts qu'il y a entre un agent et un autre au niveau réseau. Par combien d'agents il passe? Enfin, au niveau réseau, du coup, sur le réseau d'agents, par combien d'agents il passe pour communiquer?
Plus un agent est loin, moins on lui fait confiance parce que l'information peut avoir été déformée par les autres agents. Principe de base, pareil que dans la vie réelle, quand quelqu'un est loin, c'est vite, on fait moins confiance. Je parle pas de relation à distance, mais pas que. Alors, évidemment, donc plus la confiance est réelle, plus la confiance est forte. Et aussi, on a la notion d'interconnexion. Donc, d'amis d'un ami, c'est-à-dire, plus j'ai d'amis qui font confiance à quelqu'un, plus je vais avoir tendance à lui faire confiance. C'est pareil pour les agents. Plus on a d'amis connectés à lui qui sont connectés à nous, avec une confiance globale, plus on va lui faire confiance. Et ça varie, donc c'est la pure agrégation en fait, de confiance d'autres agents autour. Voilà, la confiance basée sur le comportement. Donc, principe de base, tout est un test. Chaque fois qu'on pose une question, chaque fois qu'on pose une action, on vérifie que l'action a bien été faite, que la réponse est la bonne. On vérifie tout. Et dès qu'il y a une mauvaise réponse, simplement, on fait baisser la confiance. On a vraiment confiance en quelqu'un. Donc, si quelqu'un est mauvais une fois, si quelqu'un ça marche pas un jour, ben, ça peut arriver, il n'est peut-être pas encore mis à jour, donc on peut pardonner. Par contre, s'il continue, ben, ça craint. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait descendre la confiance de façon relativement exponentielle. Carrément exponentielle. Aussi, on fait des agents qui analysent, donc des agents analyseurs qui sont spécialisés là-dedans, qui font que ça. Qui font que ça. Qui font que ça, qui analysent en fait le comportement de tous les autres agents. Donc ils vérifient à chaque fois, lui il a bien répondu. Donc effectivement au départ on était parti sur une calibration au début, un étalonnage entre les différents cas. C'est-à-dire on commence, on essaye de voir comment notre agent évolue en situation normale et supervisée. C'est-à-dire qu'on regarde comment ça marche au départ. Et après on se dit, si tu t'écartes trop d'étalonnage, c'est que tu es en train de faire un truc bizarre. Sauf que le problème c'est que notre réseau, comme je disais, il évolue. Et très rapidement, il peut y avoir un truc qui sort de l'étalonnage complètement. Donc après on utilise une méthode dérivée, c'est-à-dire qu'on regarde la vitesse d'activité et l'activité nous permet de voir s'il y a un problème. En gros, et un classifieur de Bayes, donc c'est un filtre Bayes, c'est ce qu'on a avec notre span, c'est-à-dire on dit ça c'est une bonne action, ça c'est une bonne demande, c'est une bonne donnée, ça c'est une mauvaise donnée, et on lui fait apprendre comme ça, on lui fait apprendre petit à petit. C'est équivalent aux réseaux de neurones, c'est-à-dire qu'on fait apprendre des choses et après on ressort. C'est l'utilisation de choses. C'est pas non plus, c'est des méthodes, mais c'est pas non plus le plus valable. On se base aussi sur les interactions et les réactions. Donc, comme je disais, on a des agents qui posent des questions, mais des questions dont on a déjà la réponse. Voire même parfois, ils prêchent le faux pour savoir le vrai, ça peut être utile. Donc, alors, par rapport à la précision d'une réponse, en fait, les agents peuvent envoyer des fourchettes de réponse. Donc, plus la fourchette est petite, plus on va faire confiance à l'agence si c'est proche de la vraie valeur. Là, donc, certains agences sont prévus pour, c'est comme un gaz humaine qui engage cette agence, c'est-à-dire on a des trusters, c'est les premiers agents auxquels on va se connecter au réseau. C'est-à-dire c'est le premier agent qu'on va considérer comme le point d'entrée du réseau. Et techniquement, n'importe qui peut se connecter. Voilà. La spécialisation des rôles. Principe de base, personne ne sait tout. Strictement personne. Par exemple, donc, les agents, s'il y a un agent qui me dit je ne sais plus faire, je sais à la fois faire le café, rouler et ouvrir les portes, je vais m'inquiéter un peu. Encore peu. Donc forcément, on a des agents spécialisés, et au pire, si on a un truc qui sait faire les trois, il va se connaître 3 agents sur lui-même. Voilà. Encore une fois, principe de base d'administration système, on sépare les privilèges, on sépare les possibilités. Donc un agent peut faire une chose, et c'est déjà pas mal, s'il réussit à le faire. Dans mon spawn, on fait naître des agents spécialistes au trust, donc c'est des agents virtuels, entièrement virtuels, qui vont juste être spécialisés dans quelque chose. Et donc, vous pouvez jouer les machines à café roulant qui vont ouvrir les portes. Il y a une partie qui va gérer la machine à café, un agent qui va gérer la machine à café, un agent virtuel qui va gérer la partie de robot, le moteur, et un agent qui va gérer la partie ouvrir les portes. Ça va ensemble, mais c'est pas séparé. Donc encore une fois, si la machine à café qui est fixe me demande d'ouvrir une porte, je vais forcément m'inquiéter.
C'est pas... c'est bizarre. Voilà. Une fois qu'on avait la confiance, donc notre confiance, elle évolue, elle augmente petit à petit. On teste de l'agent, quand il y avait combien de confiance, quand il y a pas mal, on diminue. Donc la confiance, entre chaque agent, donc relation de confiance, elle évolue petit à petit. Qu'est-ce qu'on en fait cette confiance, cette valeur? On la partage, on dit, voilà, lui je lui fais confiance, lui non. On la partage chaque fois avec l'agent. Ça c'est le truc classique, comme toutes les données. On se base dessus pour valider ou non les actions. Pour ça, on met un seuil. Exemple, c'est un exemple évidemment, 80%, voilà, j'ai besoin de 80% de confiance pour ouvrir la porte, parce que sinon, c'est pas assez. C'est une sorte de... Enfin, on se base c'est vraiment la criticalité, sur la sévérité des dégâts qu'il peut y avoir. Et ça, c'est purement arbitraire. C'est juste qu'on fait à la main, effectivement, mais c'est purement arbitraire. Donc, quand un agent dit quelque chose, dit des bêtises, on baisse sa confiance, et quand un agent n'a aucune activité, quand il n'a pas de nouvelles de quelqu'un depuis vachement longtemps, on baisse petit à petit sa confiance. Donc là, en l'occurrence, comme je disais, on a fait moins 1 de confiance, donc moins 1 c'est 100 de confiance chaque 250 secondes. Ça peut paraître peu, mais en fait, ça va très vite. En un jour ou deux, il n'y a plus. Un agent qui est drôle, il n'a plus confiance. Enfin, même pas un jour ou deux, pas longtemps. Ouais. Donc ensuite, les attaques auxquelles on résiste, attaques qu'on a un peu étudiées. L'attaque civile, le principe de l'attaque civile, c'est qu'on génère plein d'agents pour faire un consensus général. C'est-à-dire qu'il y a plein d'agents avec plein de clés derrière qui vont dire lui je lui fais confiance, lui je lui fais confiance. Sauf qu'en fait, comme on l'a vu avant avec les agents de lien, en fait ça sert juste à rien parce qu'il y a toujours un agent de lien qui gère le tout et c'est à lui qu'on ne va pas faire confiance au final. Alors pour ça on ne l'a pas inventé, donc Ralph Levin qui a inventé Avogato, qui est un réseau social de la gestion de source, l'a fait avant nous. Je l'ai peut-être pas lu. Et en fait ça juste marche. Donc on utilise les agents de lien avec la clé de confiance. Ça marche. Ensuite, l'usurpation de clés publiques. Donc je transmets une clé publique qui ne m'appartient pas. Et ensuite, je dis plein de trucs pourris pour mettre la confiance à -1. Donc quand on est à -1, c'est relativement difficile de passer au-dessus de 0 ensuite. En fait, simplement, on n'accepte que les clés publiques qui sont signées, qui sont auto-signées, c'est-à-dire qui impliquent qu'on a déjà la clé privée derrière qui va bien, et on signe toutes les clés publiques. Donc, problème simple, sans problème, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire normalement quand on envoie une clé publique. Un agent compromis, le problème le plus épineux, entre guillemets, c'est qu'on se dit, voilà, on a un agent qui marchait, qui était bien, mais en fait, j'ai laissé un telnet ouvert dessus, et là, il y a un méchant qui s'est mis dessus. Bon, ouais, c'est vrai que là, dommage, en gros. Sauf que, techniquement, si on fout un telnet dessus, c'est que déjà, on avait un truc grand de game sécurité. Et on n'a pas séparé les rôles des agents non plus. Donc, c'est un peu notre faute quand même. Et pareil, si on a un agent qui s'est passé pour un gentil au début, le principe, c'est qu'on n'a pas fait notre lot de sécurité en amont. On n'a pas fait la partie sécurité normale derrière. Et donc, pour conclure, une sécurité décentralisée entièrement est possible. Donc ça se fait, ça marche. Donc Avogato, par exemple, est une sécurité décentralisée qui marche, mais qui repose sur des principes humains purs. Je ne sais pas forcément le cas. Utiliser donc, de l'automatique, de l'asservissement dans des algorithmes, c'est plutôt pas mal, c'est marrant à faire, donc ça je vous le conseille, si on veut coder un peu comme ça. Pareil pour la sécurité, ça marche si on veut l'intégrer directement dans le système, plutôt que d'en faire une surcouche. Beaucoup de gens font une surcouche, ça marche si on l'intégrer directement dans le système. Les méthodes de confiance sont sympas, donc ça, voilà, pareil. Et les méthodes de confiance dynamique, donc avec un seuil variable qui varie en la criticalité, c'est cool. Et effectivement, comme je disais, la sécurité normale n'est pas morte. Donc voilà, je remercie Timothée, vous, pour avoir fait ce projet, Dr Vincent Guillaume, qui n'a même pas vu qu'il nous aidait alors qu'il nous aidait, mon école, le SUA, mon asso, et toutes les personnes que j'ai oubliées, et merci à tous d'être là. Et
Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était pour vous la question? Si tu peux te lever pour parler, pour te lever pour parler. Il paraît qu'on entend mieux si je suis debout. Tu as dit à un moment que si on a une machine à café qui demande d'ouvrir la porte, c'est mal. J'ai pas entendu. Si ta machine à café demande d'ouvrir la porte, c'est un truc suspect. Ouais. Comment est-ce que tu détectes ce genre de comportement? Est-ce que tu as des listes d'actions avec Comment ça marche? En l'occurrence, donc, on a des agents, on part du principe que les agents savent faire des choses de base. On va leur mettre certains modules de base. Donc, par exemple, la machine à café, elle aura un module faire le café. Donc, en l'occurrence, c'est le cas, on a une machine à café qui a un module faire le café, donc c'est pas le cas, c'est pour ça que je prends l'exemple. On a pas encore par contre le robot qui ouvre les portes, ben, il aura le module ouvrir les portes. On part du principe que la machine à café, elle est statique, donc elle a techniquement pas besoin d'un module pour ouvrir les portes, elle n'a pas besoin d'un module pour rouler. Donc ces modules-là ne seront pas transmis. Donc on a des modules qui se transmettent à travers le réseau, donc, pour faire appeler chaque agent. Et donc notre machine à café, en gros, elle peut que faire le café. Donc notre agent, ça fait autre chose que le café. Alors on va se demander. C'est juste ça, on filtre par liste blanche. Une question concernant la propagation des valeurs de confiance. Chaque agent a ses propres séries de valeurs de confiance qui sont transmises juste par les pairs auxquels il fait déjà confiance. Chaque agent a quoi? Une série de valeurs de confiance qui sont associées aux autres agents. Est-ce que chaque agent a sa propre liste indépendante ou bien est-ce que les valeurs de confiance sont partagées dans le agent? Alors, en fait, chaque agent a ses valeurs relativement indépendantes, mais qui varient en fonction des autres. C'est-à-dire que tous les autres agents connectés vont transmettre à quel point ils font confiance à l'agent concerné, et on va pondérer le flux, avec de la logique flux derrière, et en fait, on va vraiment tout pondérer pour avoir un truc à nous. Ça, plus les actions, et chacun en fait chacun est indépendant. Donc on a techniquement des capteurs de confiance entre guillemets indépendants sur chaque agent, mais il y a toujours l'influence des autres. L'influence, c'est des valeurs indépendantes. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir deux agents dont un fait totalement confiance à un autre agent et l'autre pas du tout. Complètement. Et ça ne pose pas de problème de collaboration? Ça ne pose aucun problème de collaboration, c'est juste que tu en as un qui fera confiance, un qui fera pas confiance. Et ce qui se passera, c'est simplement, on peut même faire passer, si jamais tu as un tiers d'agent, on peut faire passer une commande par l'agent qui fait confiance, à l'agent qui fait pas confiance. S'il y a une relation entre les deux, on pourrait le faire passer. Et ça marcherait, techniquement. Mais là maintenant, il n'y a pas vraiment d'application, parce qu'on essaye quand même de réduire la distance à 1 en général. Donc on fait des connexions directes, plutôt. Mais oui, c'est possible d'avoir deux valeurs complètement différentes.